toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel HISF, ou plutôt dans la seconde partie du HISF 11 consacré aux opérations commando. Alors comme vous voyez, on a pu reprendre notre ancien décor. Je me suis dit que ça serait sympa d'alterner un petit peu les décors entre le plan plus rapproché et le plan plus large. Donc, dans cette seconde partie du HISF 11, nous allons aborder les opérations commando en Afrique. Au cours des années 70, l'Afrique est un lieu d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Les rebelles de tous bords se mêlent au capharnaüm provoqué par les puissances occidentales et donc orientales, et c'est ainsi qu'il y a fort à faire pour les opérations commando. Entre pacification express, libération d'otages, je peux vous garantir que la plupart des forces spéciales de tous les pays occidentaux ont été mobilisées et sur le pont pour intervenir en Afrique au cours de la guerre froide. Mais tout de suite, voyons deux opérations qui ont marqué cette époque, juste après le générique, évidemment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les légionnaires français du 2e REP continuent. Le dictateur zaïrois Mobutu s'était emparé du pouvoir en s'appuyant sur l'armée. Depuis qu'il est au pouvoir, l'armée congolaise est dans un état lamentable. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que M. Mobutu laisse régner une indiscipline totale dans son armée, l'armée est mal payée, l'armée est sous-équipée. Pour un salaire mensuel, ils reçoivent l'équivalent du quart du prix d'un sac de riz. Alors c'est pour vous dire l'état de déperdition totale de l'armée congolaise dans les années 70, et c'est ainsi que de nombreux soldats zaïrois sont obligés de revendre des équipements de l'armée pour pouvoir avoir un salaire correct et décent, et c'est ainsi qu'ils vont revendre au marché noir des matériels, notamment aéronautiques, et des pièces très importantes pour les avions et les hélicoptères de l'armée, ce qui va entraîner des accidents, vous vous en doutez, et c'est ainsi que dans les années 70, plusieurs avions et plusieurs hélicoptères zaïrois vont se crasher alors qu'il n'y avait pas de conditions de combat, simplement parce qu'il manquait des pièces. Comme je l'ai mentionné, l'indiscipline règne. Certains observateurs noteront, sans une certaine pointe d'humour, que tout le monde voulait commander, mais que personne ne voulait obéir. C'est ce panorama peu flatteur de l'armée zaïroise qui va accompagner tout le long l'opération à Kolwezi. Au niveau politique maintenant, il faut savoir que Mobutu est évidemment en désaccord avec les rebelles katangais. Le Katanga, c'est une province très riche de l'est du Congo, dont une frange s'était révoltée dans les années 60, juste après l'indépendance du Congo de la Belgique, et comme raconté dans le film Jadoville, qui raconte l'intervention d'une brigade irlandaise pour pacifier la région. Alors donc ces rebelles katangais, suite à leur défaite dans les années 60, se sont réfugiés dans l'Angola voisin. Or, vous savez, à l'époque, dans les années 70, l'Angola est en pleine guerre civile. Et donc les rebelles katangais vont s'allier à un mouvement marxiste, le MPLA, qui est encadré par l'Union soviétique et par Cuba. Il faut savoir qu'à l'origine également, les rebelles katangais ne sont pas marxistes, comme va tenter de le faire croire Mobutu. Ce sont à l'origine des pro-occidentaux, voire même de droite, et c'est ainsi qu'ils vont s'allier pour des raisons purement stratégiques aux marxistes, et c'est ainsi qu'ils vont avoir également accès à des armes et à un encadrement de qualité. Vous comprenez donc qu'en cas d'affrontement, l'armée zaïroise n'est absolument pas de taille et que Mobutu va avoir besoin d'une aide extérieure. Lorsqu'en mai 1978, lors de la deuxième guerre du Shaba, et non pas du Shabbat pour les mauvaises blagues, les tigres katangais vont envahir l'Est congolais depuis l'Angola, eh bien Mobutu va faire appel à une aide extérieure. Mais alors pour avoir cette aide extérieure, notamment une aide occidentale et marocaine, il faut qu'il y ait une bonne raison. Finalement, sauver son régime, ça ne suffit pas. Et c'est ainsi que le 14 mai 1978, il va faire massacrer 34 blancs dans une villa à Kolwezi, dans l'Est congolais, et va faire imputer ce massacre aux tigres katangais, ce qui évidemment va provoquer une intervention occidentale. D'une part, les Belges vont réagir nécessairement comme en 1960 et 1964 lorsqu'ils étaient intervenus au Congo pour sauver des Blancs ou bien pour sauver leurs intérêts, et également les Français n'attendent que ça pour intervenir au Congo et prendre davantage de place en Afrique centrale sous l'impulsion
du président Giscard d'Estaing qui désire rafler évidemment les mines de l'Est congolais et gêner les Belges qui ont encore beaucoup d'influence dans leur ex-colonie. Ainsi, lorsque, en mai 1978, les Tigres katangais vont envahir l'Est congolais, ils vont se taper une opération commando occidentale dans la gueule. Autant dire que leur chef, Nathanaël Mbumba, qui était traité de marxiste par Mobutu, ne s'attendait pas à ça. Notons qu'au début de l'invasion katangaise, il n'y avait pas de massacre. Et ce n'est que vers le 15 mai 1978 que les premiers massacres de Blancs vont être réalisés par les Katangais. Ils vont également tuer plusieurs centaines de Zaïrois sans ménagement. Pour intervenir rapidement au Congo, il faut une troupe d'élite. Et cette troupe d'élite pour la France, ce sera le 2e REP, le 2e régiment étranger parachutiste. Ce régiment avait été détruit à la bataille de Dien Bien Phu en 1954 en Indochine, mais avait été refondé peu après, et c'est ainsi qu'il s'était illustré notamment lors de la guerre d'Algérie, en infligeant des milliers de pertes aux rebelles, et maintenant il est stationné à Calvi, en Corse. La dernière fois qu'il a été parachuté, c'est en 2012 à Tombouctou. Ça faisait plusieurs dizaines d'années que ce genre de parachutage n'avait pas été utilisé par l'armée française, et donc la mode a été remise au goût du jour, si je puis dire. Ce régiment d'élite va donc intervenir dans l'Est congolais et tout de suite voyons le déroulé de l'opération. Le 17 mai, les parachutistes français partent de France et se dirigent vers le Congo. Le 18 mai, ils atterrissent à Kinshasa. Dans la nuit du 18 au 19, ils reçoivent des informations supplémentaires de la part des Américains. Et le 19 mai au matin, une première vague de 400 parachutistes français part de Kinshasa, direction l'Est congolais. De leur côté, les Belges vont également lancer une opération commando. S'ils la lancent seuls de leur côté, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre avec les Français sur les objectifs finaux de l'opération. Les Français désirent une victoire militaire, tandis que les Belges désirent davantage une opération humanitaire. Quoi qu'il en soit, le 18 mai, 1100 paracommandos belges partent de Belgique et de l'aéroport près de Bruxelles, et c'est ainsi qu'après plusieurs contretemps, notamment dû à la traversée difficile des anciennes colonies françaises, ils vont arriver quelques jours après les paracommandos français. Le 19 mai, les 405 paracommandos français sont parachutés au-dessus de Kolwezi. Ils déplorent 6 blessés lors de l'atterrissage suite à des rafales d'armes légères lâchées par les Tigres katangais. Donc les Tigres katangais, c'est les rebelles katangais, c'est la même chose. Il faut savoir qu'il en reste encore un bon millier dans la ville de Kolwezi et ils retiennent en otage des centaines d'Européens et donc des milliers de Zaïrois. Après des combats de rue très intenses, les Tigres katangais sont mis en déroute à la fin de la journée du 19 mai. La ville est donc sécurisée. Dans la nuit du 19 au 20 mai, alors que la ville est en train d'être sécurisée par les troupes françaises, les rebelles katangais tentent une contre-offensive. Au même moment, les Belges arrivent, mais se prennent des tirs de roquettes katangaises dans la gueule. Mais malgré tout, les Tigres katangais vont réussir à être mis en déroute par le 2e REP de façon finalement assez rapide. Et c'est ainsi que ces troupes soi-disant d'élite de l'Est congolais vont se faire mettre en pièces par les armées occidentales. Et c'est ainsi donc que la sécurisation de la brousse et l'évacuation de tous les otages peut commencer, ce qui était évidemment le but initial de l'opération. L'intervention a permis de sauver tous les Occidentaux et tous les Zaïrois de la région de Kolwezi. Néanmoins, avant l'arrivée des troupes françaises et belges, il y a eu quand même 170 Blancs qui ont été massacrés et 700 Zaïrois. Les pertes du côté français et belge sont assez faibles. On parle de 5 morts pour la Légion et 1 seul mort pour les paracommandos, contre des pertes, comme je l'ai dit, très élevées pour les Tigres katangais, sûrement plusieurs centaines de soldats katangais massacrés. Il faut savoir que les Tigres katangais vont être définitivement éliminés lors d'opérations en Angola, au cours de laquelle ils vont être massacrés dans des embuscades par l'UNITA, qui était une frange politique alliée des Occidentaux. À moyen terme, cette opération a également permis de sauver le régime mobutiste et va lui offrir un sursis jusque dans les années 90 et à la révolution de Kabila. Alors, une petite parenthèse économique, il faut savoir qu'à l'époque, Mobutu avait emprunté pour l'équivalent d'1 milliard de dollars auprès de 98 banques différentes, soi-disant pour mener des investissements dans le pays. Autant vous dire qu'il n'a mené aucun investissement, que quasiment tout, a été détourné. Il équipait même plus son armée, c'est vous dire quoi. Et donc,
Également, sur l'opération à Kolwezi, il y a eu un film réalisé par les Français dans les années 70 avec Bruno Kremer et un acteur qui s'appelle Perrin, je crois. Alors bon, c'est un navet, hein, je vous préviens. Mais si vous voulez voir la bande-annonce sur YouTube, vous la trouvez assez facilement. Et également, le film est même en version payante sur YouTube. Donc si vous êtes vraiment passionné par la Légion saute sur Kolwezi, allez voir ce film complètement pourri. Question! Et pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais le courage de tirer sur un homme qui vous regarde dans les yeux. Le 29 juin 1976, le vol 139 d'Air France assurant la liaison entre l'aéroport Ben Gourion et Paris est détourné après son escale à Athènes. Qui sont les responsables du détournement? Des terroristes palestiniens et ouest-allemands, du FPLP de Wadi Haddad et de l'organisation ouest-allemande Revolutionäre Zellen. Les 4 terroristes sont montés à Athènes et ont pris peu après les passagers en otage, passagers qui sont au nombre de 246, dont 105 Israéliens. L'avion est détourné vers la Libye, où il fait le plein de carburant, puis repart au sud vers le Soudan, puis l'Ouganda. Il atterrit finalement à Entebbe en Ouganda, près du lac Victoria. 3 nouveaux terroristes rejoignent les preneurs d'otages. Les exigences des terroristes sont claires. La libération de plus de 50 activistes pro-palestiniens retenus en Europe et en Israël. Mais voilà, il est clair que la libération de tous les Gugus est impossible vu qu'ils relèvent tous de systèmes judiciaires différents. En effet, il y en a en Suisse, en Israël, en Allemagne, en France, etc. Néanmoins, si leur libération n'est pas réalisée rapidement, les preneurs d'otages menacent de faire sauter l'avion et de massacrer les otages. On notera que dans les prisonniers qu'ils veulent faire libérer, on trouve notamment la bande à Bader, retenue en Allemagne, et une juive emprisonnée en Suisse pour avoir suivi un Palestinien. Bref, revenons à l'opération. À l'origine, le Premier ministre Rabin est opposé à l'intervention militaire à plusieurs milliers de kilomètres d'Israël, mais finalement, le ministre de la Défense, Shimon Peres, finit par l'emporter et on décide d'une intervention militaire pour sauver les otages. Le commando israélien utilisé pour délivrer les otages en Ouganda est le Sarayet Matkal, l'équivalent des SAS britanniques. Cette unité d'élite s'est formée en 1954 sur les restes d'une ancienne unité qui avait combattu en 1948. Elle a pris un virage important après la guerre du Kippour en 1973 en se spécialisant dans les interventions hors d'Israël. C'est la première unité militaire à se spécialiser dans les prises d'otages. Au rang de ces interventions, on peut citer le Liban en 1982 ou encore donc Entebbe en 1976. Il faut savoir que l'effectif exact de l'unité est secret défense et que c'est la seule unité israélienne non autorisée à arborer ses insignes en public. En 1976, elle est commandée par Yonatan Netanyahou, le grand frère de l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Voyons à présent le déroulé de l'opération. Le 3 juillet 1976, soit 4 jours après le début de la prise d'otage, 3 Hercules C-130, surnommés les Rhinos, décollent du Sinaï à Sharm el-Sheikh, alors sous contrôle israélien. À leur bord, une centaine de commandos israéliens commandés par Yonatan Netanyahou. Ils emportent également une Mercedes noire et 2 Land Rover qui vont avoir une place centrale dans l'opération. Vers 23 h, l'avion transportant les commandos se pose à Entebbe, juste derrière un avion civil, tandis qu'un autre avion israélien tournoie au-dessus du site et que l'autre s'est posé au Kenya voisin. Les véhicules sortent du C-130 et se dirigent vers le terminal où sont retenus les otages. Ils y parviennent sans difficulté en passant les barrages tenus par les soldats ougandais, complices de la prise d'otages. Donc en fait, si les Israéliens sont passés si facilement, c'est parce que les Land Rover et la Mercedes reproduisaient le convoi habituel que prenait Amin Dada, le dictateur ougandais. Et donc en fait, les Israéliens ont grimé un soldat en Amin Dada, et donc ils l'ont fait passer pour Amin Dada, et alors vu que c'était la nuit, et les soldats ougandais n'ont pas vu la différence entre le vrai Amin Dada et les soldats israéliens, donc ils les ont laissés passer facilement. Les commandos israéliens peuvent maintenant accéder au terminal qui ne contient plus que les otages juifs, les autres otages ayant été relâchés quelques heures auparavant. Les commandos arrivent près du terminal. Ils descendent de leur véhicule et ordonnent aux otages de se mettre à terre. Une fusillade s'ensuit au cours de laquelle 3 terroristes sont abattus et un otage qui prend une balle perdue. Il reste à évacuer encore une pièce. Les commandos se mettent près de la porte, ils ouvrent.
Tout le monde repart vers les avions et c'est à ce moment que 2 otages sont tués par des tirs de soldats ougandais. Les Israéliens ripostent et en abattent une vingtaine. L'évacuation par les C-130 peut commencer, l'opération aura duré 50 minutes. Au cours du raid, quelques otages seront morts mais l'immense majorité d'entre eux a pu retourner sains et saufs. Les Israéliens ne comptent qu'un mort, le commandant Yonatan Netanyahu, qui fut tué au moment de l'assaut. Une bonne partie de la flotte aérienne du dictateur ougandais Amin Dada a également été détruite au cours de l'opération, de même qu'une vingtaine de soldats ougandais qui auraient été abattus. L'opération est rapidement saluée dans le monde entier et a fait l'objet de plusieurs films et téléfilms américains sous le nom d'Opération Tonnerre. Cette opération incroyable a été renommée Opération Yonatan par les Israéliens en mémoire du commandant du même nom qui est donc mort à Entebbe.